En tout cas, Emmanuel Macron l'a répété, il ne faut rien exclure parce que l'Ukraine est en danger. Je vous propose qu'on aille dans une région d'où vous revenez d'ailleurs. Enfin, non, où j'étais il y a un an. Vous étiez il y a un Exactement an, à cet pardon. endroit. À Tchassiviar, on va voir où est l'image. Voilà, Tchassiviar, où est, pardon, Tchassiviar sur la carte, sur la ligne de front, sur les 1200 km de front. Il y a cette localité où s'est rendu pour LCI Claire Cambier, assisté de Charlotte Lefetay et Sergueï Chestak. Ils ont constaté dans cette partie du Donbass que les hommes qui arrivent sur place dans le cadre de la rotation très attendue par les combattants depuis le début, eh bien ces hommes subissent une situation très difficile avec des drones en permanence, des gaz russes qui sont envoyés par l'armée de Poutine. Difficile de garder le moral dans ces circonstances. Reportage. La position est détruite, les gars ne peuvent pas s'abriter. Comment c'est possible de l'abandonner comme ça? Ce commandant est très en colère. Son bataillon vient tout juste d'arriver à Tchassiviar pour une nouvelle rotation. Mais les positions d'infanterie qu'on lui a confiées ne sont plus sécurisées. Il accepte de nous parler à visage caché. Le deuxième groupe essaye de s'installer aux positions. Le premier n'y est pas arrivé, on a évacué les blessés. Ils ont balancé 6 drones. C'est tout le temps que les drones FPV frappent. Toutes les 5-10 minutes, il y a un drone qui tombe. Face à ces difficultés, ils ne sont plus très confiants. Tchassiviar va tomber. C'est facile de prendre en étau la ville des deux côtés. Il craint surtout pour la vie de ces hommes qui attendent les ordres dans une autre pièce du QG. Le commandant de cette unité vient de recevoir une alerte. Des drones de reconnaissance survolent actuellement la zone. Il nous faut donc rester ici en attendant que cette menace soit levée. Ce sont eux qui ont dû rebrousser chemin. Ils nous proposent un café. Ce front est bien différent de ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. On a essayé de s'installer, mais ils lâchaient des gaz. On savait que les drones FPV volent souvent ici, mais les gaz... Ça empoisonne complètement ton organisme. Quand tu en respires, ça brûle de l'intérieur. Au bout d'une heure, nous sommes autorisés à sortir. À Tchassiviar, les rues sont dorénavant désertes. On voit énormément de destruction et c'est aujourd'hui beaucoup de militaires qui sont basés ici. Nous croisons ces soldats. Ils préparent un départ sur le front. Sergueï faisait son service militaire quand la guerre a commencé. Se battre pendant 2 ans sans s'arrêter et ne jamais voir ta famille, c'est difficile moralement. On s'habitue jamais à ces tirs d'artillerie. C'est mieux d'avoir peur que de s'y habituer. Il compte pourtant continuer à servir son pays et vient de signer un nouveau contrat. Ces hommes cohabitent avec les rares habitants à ne pas avoir évacués. Ils ne sortent de leur sous-sol que pour récupérer de l'aide humanitaire. Que ça tire ou que ça tire pas, faut bien chercher du bois et de l'eau. Yura vient lui du village voisin à 5 km. Je porte une veste de couleur pétante pour qu'on ne me confonde pas avec un militaire. Ici, il y a des drones qui peuvent frapper. Alors que nous reprenons la route, des tirs d'armes automatiques. Un nouveau drone FPV semble avoir été repéré. Je voulais pas l'appeler, mais je pensais que... Voilà donc reportage encore une fois signé Claire Cambier, Charlotte Lefetay et Sergueï Chestak qui témoignent, vous y étiez il y a un an, qui témoignent de la baisse de morale très très réelle. Et d'ailleurs, l'armée ukrainienne le laisse dire. Jusque-là, on avait du mal à accéder. C'est très exceptionnel d'avoir des soldats qui le disent, on l'écoutera encore dans un instant. Ils arrivent, ces nouveaux combattants, ils sont pris immédiatement très à froid par... la puissance russe. Alors, Tchassiviar, il faut savoir que d'abord, c'est très funeste pour les journalistes français, parce que c'est là où un de nos confrères de l'AFP a été tué lors d'un bombardement il y a à peu près un an, au moment du siège de Bakhmout. C'est sur la route de Bakhmout, c'est totalement à découvert. Et ce qui est très frappant, déjà à l'époque, il y a un an, quand j'y étais, c'était sous le feu permanent des Russes. Mais moi, il y avait 2 éléments qui m'avaient marqué. Le premier élément, c'est qu'il restait dans cette ville toute une population de vieillards, et les soldats ukrainiens avaient peur de ces personnes âgées qu'ils soupçonnaient d'aider les Russes à les localiser. Et c'était très frappant, il y avait une inquiétude qu'on sentait physiquement entre les soldats ukrainiens qui étaient là et ces personnes âgées qui restaient dans les immeubles et qui, avec leur téléphone portable, parlaient. C'était très bizarre comme ambiance. Et déjà à l'époque, moi j'avais rencontré les soldats ukrainiens qui revenaient du Royaume-Uni, où ils avaient été formés pendant plusieurs semaines et qui étaient déjà complètement à bout parce que ils sentaient bien que de toute manière la position était très difficile à tenir. Tout autour, c'est des plaines, donc c'est
absolument, je dirais, sans défense, et c'est une région qui serait très symbolique si les Ukrainiens la perdaient, parce que après Bakhmout, ça prouverait que les Russes continuent d'avancer. Regardez, ou plutôt écoutez le témoignage de ce soldat qui témoigne, c'est très rare, de la réalité de la situation à Chassiviar. Chassiviar va tomber, quelles conséquences? Vous nous le dites dans un instant, on l'écoute. Je ne dirais pas que la situation va être meilleure ici qu'à Bakhmout. Et combien d'hommes y sont morts? On connaît les chiffres officiels et les chiffres officieux, plus de 200 000. Je parle des nôtres. C'est facile de prendre en étau Chassiviar des deux côtés. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'hommes. On est à poil, dit ce soldat, en termes de livraison. On va regarder la carte générale. Si Chassiviar tombe entre les mains des Russes, comme le laissent entendre et le craignent ces Ukrainiens, quelle est la conséquence? Eh bien, écoutez, vous voyez que c'est situé entre Adjivka et Bakhmout, qu'on ne voit pas, mais qui est un peu plus au nord. Ça veut dire que la méthode de grignotage russe fonctionne. Le problème, c'est la concentration des moyens. À Adjivka, les Russes ont concentré tous leurs moyens, y compris l'aviation qu'on ne voyait plus dans le ciel et qui est pas mal intervenue, ce qui a provoqué d'ailleurs la chute d'une quinzaine d'avions qui ont été détruits par l'artillerie antiaérienne ukrainienne. Mais ça veut dire que le grignotage fonctionne et que petit à petit, la Russie veut, au moins sur ces deux oblats, c'est-à-dire Louhansk et Donetsk, arriver à atteindre les limites de l'oblast, puisque je rappelle que ces oblasts ont été annexés par le président Poutine en septembre 2022, mais qu'il ne les occupe toujours pas. Donc il s'agit pour lui de les occuper réellement. Jean-François Colosimo, c'est ça la situation aussi en Ukraine, avec des soldats, par exemple, il y en a un autre, toujours le même, pardon, qui dit ils ont une longueur d'avance sur nous, les Russes, et nous, on n'y arrive plus. Oui, mais je crois qu'on a bien entendu ce qu'il a dit aussi, le chiffre officieux du nombre de morts, 200 000. On sait que ce chiffre du nombre de morts ukrainiens, ou de pertes, enfin, soldats morts ou qui ne peuvent pas retourner au front, ça a été le secret le mieux gardé. Et je pense que nous tous, on a toujours entrevu, je dirais, ce chiffre avec une espèce un peu de crainte sacrée, si je puis dire, parce que on soupçonnait tous que ce chiffre était bien supérieur à celui qu'annonçait Kiev. D'environ 30 000 morts, c'est le chiffre officiel de Zelensky. Voilà, 200 000, nous dit ce soldat, chiffre officieux. 200 000, vous voyez, ça se rapproche des pertes russes. Le problème, c'est que vous avez une disproportion. C'est qu'il y a un Ukrainien pour 3 Russes. Si, en fait, les pertes sont à peu près égales, ça veut dire qu'en fait, les pertes ukrainiennes sont abyssales. Et c'est bien ça, l'urgence, qui explique aussi là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, évidemment, gloire et honneur à ces soldats qui sont prêts encore au sacrifice suprême, mais c'est là, on est vraiment à un tournant. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Et d'ailleurs, comme le projet à la Rada sur l'abaissement de l'âge pour la mobilisation peine à être adopté, il y a un autre projet de loi qui a été déposé à la Rada, c'est pour laisser les prisonniers en liberté conditionnelle pour être sur le terrain ukrainien. Donc comme quoi la Russie a joué à ce petit jeu, l'Ukraine essaie de rattraper de cette manière-là également. Dans quelques instants, nous reviendrons sur l'élection de Vladimir Poutine avec Benjamin Cruard dans l'Info en grand. Quelles sont toutes les astuces, fraudes, etc. qu'ils mettent en œuvre? Juste un mot, Jean-François Colosimo, avant de se quitter. Il n'a pas parlé d'Odessa, Emmanuel Macron. Il l'avait dit comme une confidence, jugé un peu désinvolte. J'enverrai des mecs à Odessa. Poutine a-t-il les moyens d'aller à Odessa? Est-ce qu'il le veut absolument? Je crois qu'il prendra tout ce qu'il peut, et si le front craque, là, on ne peut plus savoir ce qui peut se passer, parce que ce qui a fait la force des Ukrainiens aujourd'hui, c'est leur morale, c'est leur courage, et c'est leur conviction qu'ils pouvaient affronter l'ours russe. On ne sait pas quelles seront les conséquences de l'effondrement du front ukrainien s'il se produit. Merci.